Alors Drancy était un camp d'internement situé dans la banlieue nord de Paris, très près de Paris. Mais c'était surtout un camp de rassemblement. Pourquoi? Parce qu'on envoyait systématiquement à Drancy toutes les personnes juives arrêtées dans n'importe quelle région de France. Elles étaient dirigées sur Drancy. Et c'est d'une petite ville tout près de Drancy que partaient les convois pour Auschwitz. Alors, on arrive donc à Drancy. Ça, j'étais très impressionnée. Si vous voyez les images, vous voyez, c'est tout un ensemble d'immeubles très hauts. J'avais perdu l'habitude des grands immeubles. Et ce qui m'avait surtout impressionné, c'est qu'il y avait une très grande concentration de gens. Les gens couraient dans tous les sens. Puis quand même, j'arrive toute seule dans ce grand ensemble. Et dès le lendemain matin, tout le groupe de 58 personnes qui étaient arrivées de Niort, nous sommes tous convoqués au secrétariat pour vérification d'identité. Et là, on me demande ma carte d'identité. Eh bien, moi, je n'ai pas de carte d'identité. Pourquoi je n'ai pas de carte d'identité? Parce qu'elle était obligatoire à 16 ans. Moi, je n'avais pas 16 ans, je n'avais pas fait faire, je n'en avais pas besoin. Et on commence à me titiller, comment ta carte? Alors moi, je réponds, mais moi, je n'ai pas 16 ans, je ne suis pas tenue d'avoir une carte d'identité, je n'en ai pas fait faire. Et on ne me croit pas. On m'embête, on ne me croit pas. Alors pourquoi on ne me croit pas? En quelques mots. On ne me croit pas parce que je faisais beaucoup plus que mon âge, beaucoup plus que 14 ans. Pourquoi? Parce que la dernière fois que j'avais vu ma mère, c'était 3 mois avant son arrestation. Ma mère est arrêtée en juillet. 3 mois avant, c'est avril, c'est Pâques. Les parents avaient expliqué que pour une fois, ce soit moi qui aille à Paris pour qu'on soit tous réunis pour Pâques. Et à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, j'avais 12 ans et demi. Et ma mère m'avait dit, mais t'es une grande fille maintenant. Je trouve que tes petites frisettes, là, ça fait bébé. Je vais te peigner à la mode. Et je ne saurais jamais pourquoi, elle m'a emmenée chez sa coiffeuse, qui m'a peigné, comme étaient peignées les femmes pendant la guerre. Ça, vous avez peut-être vu des photos dans les films ou dans les albums familiaux. C'était des choix en hauteur. Alors, à 12 ans et demi peigné comme ça, j'en paraissais 14, bon, bien, les filles comprendront, de paraître 14 ans quand on a 12 ans et demi, ça fait plaisir. Moi, j'ai gardé la coiffure de ma mère quand je suis repartie à la campagne. Ce qui fait quand je suis retournée 1 an et demi après, quand j'arrive à Drancy, à 14 ans peignée comme ça, je faisais facilement 16 ans. Et c'est pour ça qu'on m'a embêté à Drancy. Puis à la fin, on a laissé tomber, on est passé à autre chose. Et là, on commence à nous dire que nous allions partir travailler dans des camps en Allemagne dans quelques jours, et que ceux qui avaient de la famille qui avaient été déportés avant eux, on allait les rejoindre. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer combien ces paroles me réconfortent. Je suis sans nouvelles de ma mère depuis 1 an et demi, et maintenant on me dit je vais partir dans un camp, je vais retrouver ma mère. Bon, bien sûr, vous allez me dire, j'ai 14 ans, je suis un peu naïve, mais je peux vous assurer que les grandes personnes qui étaient à côté de moi, celles qui avaient aussi la famille qui avait été déportée avant elle, tout le monde l'a cru. Vous savez, c'était tout à fait plausible, c'est comme on dit aujourd'hui, le regroupement des familles. Ça a vraiment réconforté tout le monde. Et moi, je l'ai tellement cru que pendant la semaine où je suis restée à Drancy, je suis restée exactement une semaine, là où la nourriture était déjà très mauvaise et insuffisante, moi, je n'ai pas ouvert les provisions que m'avait données ma nourrice. Je me suis dit, maman, ça fait 1 an et demi qu'elle est dans un camp, elle sera contente d'avoir des bonnes choses dans la campagne. Et à partir du moment où on me dit que je rejoins ma mère, ben, je peux vous dire que moi, je planais complètement. Je ne me suis même pas rendu compte de la crasse qui régnait à Drancy. D'abord, j'ai très peu de souvenirs de Drancy. Moi, je comptais les jours et j'avais hâte que le départ arrive. Et 8 jours après, le départ arrive, le 10 février exactement, le matin de bonne heure, la police française en nombre vient nous chercher dans les bâtiments, nous font descendre les grands escaliers, nous comptent et nous recomptent dans la cour de Drancy et nous font reprendre le même genre d'autobus qu'on avait pris 8 jours avant. Mais là, on n'a pas roulé beaucoup puisqu'on nous emmène à la gare de Bobigny, c'est très près de Drancy. Hein, mais la gare de Bobigny, c'est plus la gare de voyageurs, la gare de Bobigny, c'est la gare de marchandises. Alors, on nous fait monter sur le quai de la gare, et qu'est-ce qu'il y a sur le quai de la gare? Tout un groupe de soldats allemands qui nous attendent. Et à ce moment-là, au moment où on est sur le quai de la gare, la police française, elle, se retire. On ne voit plus un seul policier français. Quand on a vu la police française se retirer et nous laisser aux mains des Allemands, écoutez, on a vécu ça comme un abandon. Hein. C'est-à-dire que pour nous, ça a été un choc. Nous avions tous été arrêtés par la police française, mais tant qu'on était gardés par la police française, on n'avait pas peur. Il ne pouvait rien nous arriver de grave. Et quand la police française nous abandonne aux mains des Allemands, là on s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je me rappelle maintenant encore à quel point on a été impressionnés. Alors on se retrouve donc sur le quai de la gare. Alors le long du quai va stationner un immense train de wagons à vaisseaux. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi ce train était aussi long. Alors
le wagon à bestiaux, ils ont tous, chaque wagon a une porte à glissière. Toutes les portes à glissière sont ouvertes. Devant chaque porte à glissière, on a mis une planche en biais pour accéder au wagon parce que le train de marchandises est beaucoup plus haut que le quai de la gare. Et à toute vitesse, on nous fait rentrer dans ces wagons, on nous pousse, autant qu'on peut rentrer, on nous pousse avec force, on pousse. Et dès qu'on arrive dans le wagon, la porte se referme derrière nous. Et tout de suite, on entend qu'on est en train de verrouiller les serrures. Parce que nous avons voyagé dans des wagons plombés pour ne pas qu'on puisse s'évader quand le train ralentit. Alors je vais un peu vous parler du voyage parce que ça a été un voyage absolument effroyable. Comment ça se présente dans le wagon? Par terre, c'est du plancher. On a juste éparpillé un petit peu de paille. Il y a une toute petite lucarne grillagée qui laisse à peine entrevoir le jour. Et par terre, le long du mur, on a placé un seau d'eau ordinaire en zinc, un seau d'eau. Et on a placé une grande cuve, un grand récipient en guise de tinette. Alors ça, la tinette, vous ne connaissez pas le terme, qu'est-ce que ça s'emploie dans la Légion étrangère ou dans l'armée? Qu'est-ce que c'est qu'une tinette? Eh bien, on a mis un grand récipient en guise de seau hygiénique collectif. Voilà à quoi ressemble le wagon. Alors, on essaie de s'asseoir par terre comme on peut. On est si serré qu'on ne peut pas s'asseoir correctement. On peut pas allonger les jambes, il n'y a pas de place. Il faut rabattre les jambes vers nous. Bah, vous savez, on est serré comme des moutons. Moi, je n'ai pas été compté ce jour-là combien il y a de gens dans le wagon, mais on le sait. Il y a des archives. On sait qu'on a fait voyager les gens à partir de 50, hein, mais 60, 70, 80, selon les besoins du jour. Combien on était ce matin là, j'en sais rien, mais on était complètement serrés comme des moutons. Et le train démarre. Eh bien, pendant un long moment, personne n'a osé se présenter à cette fameuse tinette. Hein. C'est vraiment la première humiliation que nous avons eu à subir. Vous pouvez imaginer aller faire ses besoins dans tout le monde. Personne n'était allé à la tinette. Mais à un moment donné, la nature étant ce qu'elle est, bon, il y a des gens qui ne pouvaient plus se retenir, qui ont eu besoin d'aller à la tinette. Eh bien, immédiatement, la solidarité s'est organisée. 2 hommes ont attrapé un manteau, l'ont tenu à chaque bout, et sont allés camoufler les gens qui étaient à la tinette. Et quand eux, ils avaient terminé, ils prenaient le manteau, ils cachaient les oreilles. Le premier geste de solidarité, il a lieu dans le wagon. Alors, c'est un voyage qui a duré 3 jours et 3 nuits. Alors, au départ, on ne sait pas où on va, bien sûr, on ne lui dit pas où on va, et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais la première nuit, il y a des grandes personnes qui ont dit il faudrait quand même qu'on dorme, on ne sait pas combien de temps le voyage va durer, il faut dormir. Bah oui, mais comment dormir, hein? On n'a pas de position. Bon, on a trouvé un truc, je ne sais pas qui a trouvé ce truc, on a fait pareil. On mettait la tête sur l'épaule du voisin, puis on s'assoupissait un peu, on dormait par petits. Ce qui fait que les 3 nuits qui ont duré le voyage, on a dormi comme ça, par à coup, comme ça, de temps en temps. Et ce qui s'est passé, alors là, je ne peux pas vous dire si c'est un jour et demi ou 2 jours, c'est trop précis pour que je m'en souvienne, qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, l'eau a manqué. Hein. Un seau d'eau ordinaire d'une trentaine de litres, pour tellement de monde, l'eau a manqué. On crevait littéralement de soif. Mais par contre, la fameuse tinette, eh bien, elle a débordé. Elle a débordé parce qu'elle était pleine à ras-bord et puis il n'y avait aucune stabilité avec le train, ce qui fait qu'une partie de son contenu s'est carrément renversée sur le plancher dans la paille. Ce qui fait que nous avons dû continuer le voyage dans une puanteur absolument insoutenable. Je peux vous dire que c'est vraiment le pire souvenir que j'ai du voyage. Et à ce moment-là, les grandes personnes ont essayé d'ouvrir la lucarne pour qu'il rentre un peu d'air frais, qu'on puisse respirer. La lucarne, elle était bloquée, ils n'ont pas pu l'ouvrir. Et j'entendais à ce moment-là, c'est des grandes personnes qui disaient les unes après les autres « Oh là là là, vivement qu'on arrive, ça ne pourra pas être pire ». Les gens pensaient qu'on touchait le fond, que rien ne serait aussi pire que ce voyage. Dans la puanteur, on avait hâte d'arriver. Ce qui fait que lorsque le train a stoppé brutalement, le matin du 4e jour, hein, nous sommes partis un jeudi matin, et là nous sommes dimanche matin. Et bien quand le train a stoppé brutalement, hein, à ce moment-là, j'ai entendu les grandes personnes qui disaient « Ah, enfin on arrive », parce que dès que le train a stoppé, on a entendu déverrouiller les serrures. Là on a compris que c'était l'arrivée. Et les gens disaient ah, « Enfin on arrive ». C'est qu'on ne savait pas du tout où on arrivait, on ne savait pas du tout comment ça serait, mais on allait pouvoir au moins respirer un peu d'air, se dégourdir les jambes. Et effectivement, c'était l'arrivée. Alors dès que les serrures ont été déverrouillées, toutes les portes à glissière se sont ouvertes, et là nous avons été accueillis, mais entre guillemets, par des cris, des hurlements et des aboiements. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était en bas, c'était tout un groupe de soldats allemands qui étaient là, ils tenaient leurs chiens en laisse,
Et ils ont commencé à hurler, Schnell, Schnell, raus, 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 los, los. Mais vous savez, c'est un dehors un dehors très ordinaire. Hein. C'est un dehors qui frise dégagé. Hein. C'est une expression très très ordinaire. Ça veut dire ça, dehors. Dehors. Alors, eux hurlent dehors, dehors, hein, en allemand. Bon, bah, le chien aboie, quand le maître parle, le chien aboie. Écoutez, c'était une cacophonie inimaginable. Hein. On s'est demandé sur quelle planète on était tombé pour arriver. C'était épouvantable. Alors, on arrive, donc on a fini par comprendre quand même qu'il fallait sortir, mais on arrive à Auschwitz. Là, il n'y a plus la planche pour la dénivellation. Mais notre transport a eu de la chance. Nous sommes arrivés après de fortes chutes de neige. Il y avait plein de neige par terre. Il y avait une très haute couche de neige. Alors la haute couche de neige a amorti un peu la différence de niveau qu'il y avait. On a pu sauter de la neige sans se faire mal, mais on pense à ceux qui sont arrivés qui n'avaient pas de neige. On raconte du reste que les gens tombaient les uns sur les autres. Ça, il y a environ 1,20 m, 1,30 m de différence avec le train de marchandises avec le sol. Alors on se retrouve debout dans la neige. Là, nous attendent des hommes prisonniers. Des hommes, alors ils sont habillés avec vous avez vu des photos avec les vêtements de bagnard. Il y a tout un groupe de prisonniers qui sont là, qui nous attendent. Et là, il y a un ou deux hommes qui parlent le français. Et voilà ce qu'ils nous disent. Il faut tout laisser sur place. Nous devions jeter dans la neige, hein, pas sur des tréteaux, pas sur des tables, jeter dans la neige tous les quelques bagages que nous avions été autorisés à emmener. Dans un premier temps, j'ai jeté mon linge de rechange. Mais quand il m'a fallu jeter dans la neige les provisions que je gardais pour ma mère déjà depuis une dizaine de jours, parce que pendant le voyage, pendant les 3 jours de voyage, j'ai dit à personne que j'avais des provisions. Je les gardais pour ma mère, je me faisais une joie de lui apporter. Et là, il a fallu que je les abandonne dans la neige. Donc, vous savez, j'ai eu à ce moment-là un crève-cœur terrible, hein, j'ai eu vraiment un crève-cœur terrible, et je me suis dit, ça c'est bête alors, quand je vais retrouver maman, je ne pourrai pas lui donner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré la dureté du voyage, on nous fait voyager comme des bêtes, et ben moi je continue à croire ce qu'on m'a dit à Drancy, que je vais retrouver ma mère, et là on me confisque les provisions. Alors tout le monde a jeté ses affaires personnelles, et quand tout le monde s'est eu délesté de ses bagages, à ce moment-là sont arrivés plusieurs soldats, avec des tirs de matraque à la main, et on a commencé à séparer les hommes des femmes. Moi je suis arrivée seule, j'étais séparée de personne. Mais j'ai assisté à des scènes absolument déchirantes. Qu'est-ce que c'était? C'était des femmes qui avaient un mari qui ne voulait pas quitter leur mari, c'était des hommes qui avaient une femme qui ne voulait pas quitter. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui va se passer, mais l'important c'est d'être ensemble, on ne veut pas être séparés. Et bien de force, avec brutalité, les familles ont été séparées. On a reculé les hommes à gauche très loin et les femmes et les enfants à droite. Et quand les filles ont été nettement séparées, de notre côté, du côté des femmes, nous avons entendu avec un porte-voix crier en allemand et en français « Rassemblement en tête du train ». Alors, il se trouve que mon wagon où j'étais se trouvait presque en queue de ce grand train. Moi, j'ai suivi 2 jeunes filles que j'avais connues pendant les 3 jours. Hein. 2 jeunes filles qui étaient dans mon wagon, j'avais sympathisé avec elles, j'ai voulu aller avec elles. Pourquoi j'ai voulu aller avec elles? C'est très simple. Hein. Quand on a 14 ans, on pense qu'on est une grande fille. On a plus d'affinité d'aller avec des jeunes filles de 19-20 ans que d'aller avec des personnes âgées. Et bien, il y avait justement un couple de personnes âgées dont j'avais fait la connaissance dès le premier jour à Niort. Et cette dame, elle m'a appelée, elle m'a dit « Lida, attends-moi ». Je n'ai pas voulu l'attendre. Hein. Est-ce que j'ai craint qu'elle ne marche pas assez vite? J'en sais rien. Je n'ai pas voulu l'attendre. J'ai couru rejoindre les 2 jeunes filles. Après, j'ai eu du chagrin, mais sur le moment, je n'ai pas voulu l'attendre. J'ai rejoint les deux jeunes filles. Alors, comme nous étions, je vous dis, en queue du train, ces 2 jeunes filles, je ne sais pas pourquoi, elles nous ont fait reprendre toute la rame du train, on a remonté toute la rame du train très vite, et on est arrivé assez rapidement en tête du train, au rassemblement. Alors, au début du rassemblement, alors qu'est-ce qu'il y avait ce matin-là, le 13 février 1944 au rassemblement? Un seul SS était là, avec sa badine, qui faisait la sélection. Si je vous dis exceptionnellement, c'est parce qu'on a retrouvé plus de 200 photos après la guerre, des photos que les SS ont pris, et on s'aperçoit que quand tous les convois qui arrivaient, il y avait toujours plusieurs soldats qui étaient là, dont un médecin. C'est le médecin qui faisait la sélection. Lui, ce soldat, était-il médecin aussi, j'en sais rien, il était tout seul. Alors, à sa droite, il y avait les camions qui attendaient, et à sa gauche, il avait déjà sélectionné une dizaine de femmes. Alors, on arrive à sa hauteur, il nous parle dans un mauvais français qu'on a très bien compris, alors il nous montre du doigt comme ça, il nous dit « Ceux qui sont fatigués, il nous dit avec le bras qu'on aille vers les camions. Ceux qui peuvent marcher ici. » Voilà.
Bah, vous savez, tout à fait au départ, on a pensé que c'était sympa. Hein. Les femmes qui sont fatiguées, elles n'auront pas à marcher. Mais moi, je me suis dit, moi, je ne suis pas fatiguée, moi, je marche. Probablement que j'avais besoin de me dégourdir les jambes. Hein. Ça faisait quand même 3 jours qu'on était dans la même position. En aucun cas, je pouvais imaginer que c'était une sélection. De toute façon, le mot sélection, je ne le connaissais pas à mon âge. Je me suis donc positionnée, sans qu'il me désigne, parmi les femmes qu'il avait déjà réservées. Alors lui, il était seul ce matin-là, qui était débordé. Il n'a pas remarqué que je n'avais que 14 ans. S'il m'avait demandé mon âge, je ne rentrais pas dans le camp. Je n'étais pas destinée à rentrer dans le camp. Les enfants de 14 ans ne rentraient pas dans le camp. N'étaient pas admis. N'étaient admis que les adolescents qui avaient 15 ans, 16 ans, qui pouvaient travailler. À 14 ans, ne rentraient pas. Eh bien, vous voyez, c'est grâce à la coiffure de ma mère qui me vieillissait que le SS qui était tout seul ce matin-là n'a pas remarqué mon âge. S'il m'avait demandé mon âge, bien sûr, je lui aurais dit. Alors, je dis toujours avec beaucoup de tendresse que ma mère m'a donné 2 fois la vie. C'est grâce à sa coiffure qui me vieillissait que le SS n'a pas fait attention à mon âge. Et lui, il a continué par la suite à traiter d'autres femmes, à compter, à traiter d'autres femmes. Lui, notre pauvre, il nous a compté, recompté. Et quand il a eu le nombre de femmes qu'il avait l'ordre de faire rentrer dans le camp ce jour-là, ça s'est arrêté. Les camions ont démarré avec les enfants, les femmes et les enfants, et lui nous a escortés à pied dans la neige au camp de Birkenau. Alors pour les élèves qui ne se souviennent pas avoir entendu parler du camp de Birkenau, Birkenau est un camp qui faisait partie d'Auschwitz. C'est un camp annexe d'Auschwitz, un immense camp de 170 hectares, absolument immense. Hein. Alors il était situé à 3 km, mais quand je suis arrivée en février 44, les trains arrivaient entre les 2 camps. Vous pouvez voir maintenant dans des photos, vous allez voir que les rails ont été prolongés tout le long de Birkenau, mais moi quand je suis arrivée c'était entre les 2 camps. On a donc marché environ 1 heure pour rejoindre Birkenau. On a marché 1 heure et plein de neige, une très haute couche de neige par terre, et on arrive devant une baraque, il s'arrête devant une baraque, et il nous dit de rentrer dans la baraque. Alors nous sommes rentrés par... La porte était rabattue, ça faisait comme une ouverture. On est rentré dans la baraque et on a vu tout de suite en face, il y avait aussi une porte qui était rabattue, qui faisait comme une ouverture. Alors on rentre dans cette baraque. Qui nous attend dans cette baraque? 3 SS. Ils sont là au garde à vous, 3 SS, qui se mettent à hurler. De toute façon, les ordres étaient toujours hurlés. Hein, qui se mettent à hurler en allemand et en français, il faut se déshabiller. Alors là, nous sommes restés vraiment... figés sur place. Hein. Aucune de nous n'a commencé à se dévêtir. Nous a paru impossible, inimaginable, impossible. Comment se déshabiller devant les soldats? Donc on n'a pas bougé. On n'a pas bougé, mais on n'a pas eu à réfléchir longtemps. Immédiatement, du fond de la pièce, on a vu surgir plusieurs femmes. Elles avaient chacune un gourdin à la main. Elles portaient un brassard marqué capot en lettres noires sur fond blanc. Nous, on arrive, on ne sait pas ce que c'était capot. Et ces femmes ont commencé à battre les femmes qui étaient à côté d'elles. Elles avançaient, elles battaient, elles avançaient, elles battaient, en hurlant qu'il faut déshabiller. Quand on a vu de la façon que les femmes étaient battues, on a compris qu'on ne va pas pouvoir échapper, il n'y a pas de solution, il va falloir se déshabiller. Alors, très timidement, on a commencé à enlever quelques vêtements. À ce moment-là, sont arrivées, par l'autre ouverture qui donnait sur le camp, sont arrivées des femmes prisonnières, aussi habillées avec les robes à rayures. Alors quand les femmes qui commençaient à se déshabiller ont vu arriver les prisonnières, enfin, elles leur ont demandé, mais où on met nos affaires? Hein, parce que dans cette grande salle, il n'y a pas un banc, il n'y a pas une chaise. Alors on se déshabille, mais où on met nos affaires? Bon, les prisonnières qui arrivent, elles ne comprennent pas un mot, elles ne comprenaient absolument pas le français. Je dirais que le français avait très peu cours au camp. Hein. Mais elles ont quand même elles ont bien compris la question, et avec les bras, elles ont montré les affaires par terre. Elles nous ont montré qu'il n'y a pas des affaires par terre. On a donc commencé à se dévêtir un peu, nos affaires sont tombées par terre. Elles qui étaient venues pour ça, c'était leur travail, hein, ramasser les affaires pour les trier, pour emmener au camp. Quand on a vu partir nos affaires en vrac, toutes mélangées, ben, on a compris qu'on nous confisquait nos affaires personnelles. C'était impossible de retrouver nos affaires. Et comme on est en plein hiver, hein, ben, on avait un petit tricot de corps, un petit maillot de corps. Hein. Arrivé aux sous-vêtements, ben, on s'arrête, on ne veut pas aller plus loin. À ce moment-là, les 3 SS, alors là, sont complètement enragés. Ils se mettent à hurler, naquette, nu. Il fallait qu'on soit complètement nu. On a donc dû se déshabiller complètement nu. Écoutez, quand on s'est retrouvés complètement nus de la tête aux pieds, c'est quand même quelque chose qui s'est passé il y a 72 ans, hein, c'est pas hier.
Moi, je n'ai pas encore trouvé vraiment le mot pour vous dire dans quel état on était. Vous savez, on était complètement déstabilisés, on avait honte, on était gênés, et on a eu peur aussi, parce qu'on n'a pas compris pourquoi on doit s'habiller nus devant les soldats. On ne nous a pas dit qu'on allait nous donner d'autres vêtements. On nous dit de nous mettre nus devant les soldats. C'est un moment de panique terrible. Alors, instinctivement, les femmes ont commencé à cacher leur nudité comme elles ont pu. Les unes se cachaient la poitrine avec les bras, les autres se cachaient le pubis, d'autres étaient penchées en avant, elles n'osaient pas se relever, moi je faisais pareil. C'est un moment absolument épouvantable. Et on nous laisse comme ça, nus, debout. Alors je vous ai parlé des ouvertures, ben c'est pour vous parler de la température. Hein. On se trouve en Pologne, hein, en février, on se trouve en Pologne, dans des régions qui sont très froides. Et bien il y a l'air froid qui rentre des deux côtés, ça fait un courant d'air. Il faisait presque aussi froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. On était transis de froid. Et on reste comme ça un bon moment. Ensuite, du fond de la salle arrivent des femmes. Alors elles ont chacune une tondeuse à la main et elles commencent à tondre les femmes. Alors le crâne, les aisselles, le pubis entièrement. Moi, je me trouvais assez devant. Quand j'ai vu à quoi ressemblaient les femmes qui étaient passées par la tondeuse, j'étais complètement horrifiée. Les femmes, elles étaient vraiment, comment dirais-je, défigurées, méconnaissables, elles ressemblent plus à des femmes. Et il y a des femmes, justement, parmi nous, qui ont dit tout haut, qui ont dit, mais pourquoi ils nous font ça? Si c'est une question d'hygiène, on pourrait faire comme dans les colonies de vacances, on pourrait nous couper les cheveux courts. Et c'est vrai qu'on aurait pu nous couper les cheveux très courts. Pourquoi nous raser? C'était vraiment nous abaisser, nous enlever toute notre féminité. Alors, mon tour est arrivé, parce que les femmes avançaient. Mon tour est arrivé, j'ai été rasée aussi. Et une fois rasée, on a attendu encore un bon moment, nue, toujours pareil, debout, toujours pareil. Et après, d'autres femmes sont arrivées du fond de la salle. Elles avaient dans la main un petit encrier qui s'est avéré de l'encre de Chine, avec une petite plume en acier. Les petites plumes dont on se servait autrefois avec un porte-plume que vous n'avez pas connu, mais les petites plumes en acier. Et elles ont commencé à tatouer un numéro sur l'avant-bras des femmes. Écoutez, quand moi j'ai vu les premiers numéros, j'ai pas eu peur du tout. Pourquoi? Parce que je ne savais pas que c'était un tatouage, j'avais jamais vu de tatouage. À l'époque, à la campagne, on ne tatouait pas les animaux. Je ne savais pas que c'était un tatouage. Hein. Je pensais que c'était un décalque. Au premier lavage, ça allait partir. Mais il y a des femmes plus âgées qui nous ont parlé. Et les femmes plus âgées qui savaient, elles nous ont dit, voyez, ce qu'on est en train de nous faire aujourd'hui, c'est pour toute la vie, ça partira plus jamais. Et bien, je peux vous dire qu'elles avaient raison, un tatouage, ça part pas. Ça part pas. Alors, après avoir été tatoués, on nous a donc expédiés sous une douche complètement glacée, sous laquelle on ne pouvait pas tenir tellement elle était froide. On n'a reçu ni savon, ni serviette. Alors, comment on a séché? On a dû sécher un bout de temps après, quand on a reçu un paquet de... dire des vêtements, c'est un grand mot, des espèces de haillons. On a reçu une espèce de culotte avec une veste, une robe et une veste en tissu très léger, pas du tout approprié au climat de l'hiver. Et après, on nous a balancé une espèce de paire de chaussures sans s'occuper de la pointure. Alors c'était du sandal, des spartiates, des ballerines, des sabots, n'importe quoi. Et là, ça a fait des drames, hein, parce qu'une robe plus courte ou plus longue, c'était pas grave, mais les chaussures, c'était grave. Alors il y a des femmes qui se sont retrouvées avec des chaussures trop petites, dans lesquelles elles n'entraient pas, d'autres qui avaient des chaussures plus rondes qu'elles perdaient. Tout innocemment, elles sont allées au fond de la salle voir les femmes qui les distribuaient, qui ne parlaient pas du tout français non plus, mais de toute façon qui n'étaient pas du tout décidées à les aider. Elles se sont fait jeter, comme on dit aujourd'hui, alors circuler, il n'y a rien à voir. Et c'est entre nous que nous sommes organisés pour les échanges. On s'est mis en demi-cercle, on a essayé de s'échanger les chaussures, parce que c'était vital, il fallait quand même pouvoir marcher. Mes chaussures à moi étaient un peu grandes, je ne perdais pas, je ne les ai pas échangées. D'autres ont pu améliorer leur pointure et d'autres n'ont pas pu. Je vous dirais que c'était au petit bonheur de la chance. Et maintenant, fin de la matinée, on voit arriver de l'extérieur plusieurs femmes. Elles portent un grand tonneau et elles sont accompagnées d'une capot. Ça, c'est la soupe qui arrive. Alors, elle dépose le tonneau dans la pièce. La capot en question, elle soulève le tout couvercle. Écoutez, une odeur absolument infâme qui se dégage. Je suis incapable de vous dire à quoi la soupe elle était. Et la capot, elle distribue par-ci, par-là des grandes gamelles comme ça. Dans le tas, comme ça, des grandes gamelles comme ça. Hein? Et elle nous montre à toutes, elle nous montre la main comme ça. Mais il ne faut pas vous imaginer, c'est touche pas mon pote, non, c'est pas ça du tout. Ça veut dire que la grande gamelle, elle est pour 5 et il n'y a pas de cuillère. Alors, parmi nous, tout le monde ne vient pas de la campagne. Hein. Parmi nous, il y a des femmes qui sont en ville, qui sont vraiment privées depuis longtemps. Il y a des femmes qui ont quand même voulu manger un petit peu quelque chose. Et ben, elles ont dû laper, comme des chiens, à 5, dans une gamelle sans cuillère.
D'autres comme moi qui étaient privilégiés, qui venaient de la campagne, on en était plusieurs, nous on s'est permis de bouder la première soupe. Moi j'étais incapable d'avaler une gorgée. Et je vous dirais que le lendemain, c'était pareil, je ne voulais pas la manger la soupe. Mais les jeunes filles avec qui je m'étais regroupée, elles m'ont dit, tu sais, si tu veux revoir la France, hein, tu as intérêt à manger la soupe parce que tu ne tiendras pas le coup avec ton petit bout de pain du soir. Effectivement, je me suis mis à manger la soupe, mais le premier jour, c'était pas possible. Et c'est comme ça que je termine la journée de l'arrivée. C'est-à-dire que quand on arrive par là, de ce côté-là, hein, quand on arrive, pas de ce côté-là, quand on rentre par là, quand on descend des wagons, on arrive de France. Il y a 15 jours, 3 semaines, on était en liberté. Hein. On arrive à la civilisation. On a un nom de famille, on a un prénom. Bon. On a les cheveux, on ressemble à une jeune fille, on ressemble à une femme. On est habillé correctement, comme tout le monde. Et bien, quand on nous fait ressortir par l'autre ouverture pour regagner les baraques de quarantaine, en l'espace d'une matinée, on a perdu toute identité. Maintenant, c'est terminé. Plus jamais, on va nous appeler ni par notre nom, ni par notre numéro, ni par notre prénom. On devient le numéro matricule qui a été tatoué sur le bras. Parce que dès le lendemain matin, à la première heure, chacune d'entre nous va recevoir un bout de tissu blanc, rectangulaire, sur lequel est imprimé son numéro respectif, et devant le numéro, il y a l'étoile juive. Parce qu'on continue à porter l'étoile, il y a 2 statues dans le camp. Hein. Donc il y a les juifs et les non-juifs. Donc on continue à porter l'étoile, on nous donne de quoi le coudre, il faut immédiatement coudre ce bout de tissu à l'extérieur, à la hauteur de la poitrine. C'est-à-dire que tout ce qu'on a besoin de savoir sur nous, c'est notre matricule et savoir qu'on est juif. À ça, je vous dis ce qui se passe dès le lendemain matin. En quelques mots, je reviens à la première journée, quand on est allé l'après-midi, quand on nous a dirigés vers les baraques de quarantaine, quand on a enfin entendu parler français. Hein, parce que vous avez compris que toute la matinée, celles qui nous ont tatoués, celles qui nous ont coupé les cheveux, personne ne parlait français, on ne pouvait rien leur demander. Là, on voit des Françaises qui sont arrivées avant nous. Alors, les femmes qui sont arrivées avec de la famille se sont précipitées vers les Françaises pour avoir des nouvelles. Alors, elles ont commencé par dire, mais les gens qui sont montés dans les camions, où est-ce qu'ils sont? Quand est-ce qu'on va pouvoir les voir? C'était surtout ça la grosse question. Ben, je dois vous dire que sans aucun aménagement, les Françaises arrivées avant nous nous ont dit la vérité. Alors elles ont commencé par nous dire, ben, vous savez, ici à Auschwitz, il y a des chambres à gaz. On ne comprend absolument pas ce qu'elles veulent nous dire. Alors elles insistent, elles nous disent, mais oui, il y a des chambres à gaz. Les gens qui sont montés dans les camions, on les a envoyés directement à la chambre à gaz. Et ensuite, leurs corps sont brûlés dans les crématoires. Écoutez, on n'a pas pu le croire. Hein. On a pensé que d'abord ça dépassait l'entendement, on a pensé qu'elles étaient aigries, qu'elles avaient perdu la raison, on n'a pas pu le croire. Alors à notre air complètement ahuri, elles ont compris qu'on ne les croyait pas. Alors elles ont dit, mais vous voyez bien quand même là-bas la cheminée qui fume. Effectivement, dans nos baraques, il y avait des petites fenêtres, et au bout de la baraque, on avait aperçu une grande cheminée haute qui fumait, mais ça ne nous avait absolument pas interpellés. Hein. Qu'est-ce que c'était pour nous une cheminée qui fume? Pour nous, c'était une fabrique, c'était une usine. Comment imaginer ce qu'elles nous disent maintenant, que dans cette cheminée brûlent les corps des gens qui sont arrivés ce matin? Et puis, je peux vous assurer qu'aucune de nous les a cru. Il nous a toutes fallu un certain temps pour le croire, ça dépend, c'était plus ou moins long. Et maintenant, je termine en vous donnant l'historique de mon transport. Je vous dis que c'était un très grand train qui stationnait en gare de Bobigny. Eh bien, j'ai fait partie d'un très grand transport. J'ai fait partie d'un convoi de 1500 personnes. Eh bien, ce matin-là, sur les 1500 personnes, 210 hommes ont été requis pour rentrer dans le camp, pour travailler, et 61 femmes, dont j'ai fait partie par miracle. Ça veut dire que les 1229 personnes qui ont été dirigées dans les camions, du côté des femmes et du côté des hommes, ont été gazées le jour même. Et maintenant, à la libération. Hein, à la libération, sur 1500 personnes, combien ont survécu? 59. 32 femmes et 27 hommes.